L'odeur d'un parfum étranger. Chanel numéro 5. Il imprégnait encore le col de la chemise lorsque Philippe Dubreuil tourna la clé dans la serrure. Il était 6h14 du matin. Il s'attendait au rituel habituel. L'arôme du café frais, le murmure des nouvelles matinales et sa femme Claire, debout dans la cuisine avec ce sourire naïf et crédule qu'il avait appris à mépriser. Philippe avait préparé son mensonge avec soin. Un dîner tardif à Lyon, un téléphone déchargé, une nuit passée sur le canapé du bureau. Il entra dans la maison, prêt à jouer sa partition habituelle. Mais la maison ne l'accueillit pas avec chaleur. Elle était plongée dans un silence glacial, presque surnaturel. Pas de café, pas de nouvelles. Et sur l'îlot en marbre de la cuisine, là où son petit déjeuner l'attendait normalement, il ne trônait qu'une épaisse enveloppe Kraft marquée d'un sceau légal rouge. Philippe ne le savait pas encore, mais sa vie, telle qu'il l'avait construite, avait pris fin 5 heures plus tôt. Il pensait être le maître de son destin, ignorant qu'il n'était qu'un pion dans une partie dont les règles avaient été réécrites par celles qu'il croyait soumises. Il était 6h14 du matin. Il s'attendait au rituel habituel, l'arôme du café frais et des tartines beurrées, le son des nouvelles matinales à la télévision et sa femme, Claire de Montmirail, debout dans la cuisine avec ce sourire naïf et crédule qu'il avait commencé à mépriser depuis longtemps. Le mensonge était préparé l'avance. Un dîner tardif avec des clients à Lyon, le téléphone sans batterie, une nuit sur le canapé du bureau. Il entra dans la maison prêt à jouer son rôle habituel. Mais la maison n'était pas seulement silencieuse, elle était vide, il n'y avait pas de café, pas de nouvelles. Et sur l'îlot en marbre de la cuisine, où son petit déjeuner l'attendait normalement, il n'y avait qu'une épaisse enveloppe Kraft avec un sceau légal rouge. Philippe ne le savait pas encore, mais sa vie s'était terminée il y a 5 heures. La pluie frappait avec furie les grandes fenêtres de la suite de l'hôtel Ritz à Paris. À l'intérieur, l'air était chaud, dense de l'odeur coûteuse du service d'étage et de l'atmosphère lourde de la suite. Philippe Dubreuil était assis au bord d'un lit immense, attachant ses boutons de manchette. Ils étaient en or avec ses initiales PD gravées. Un cadeau de sa femme Claire pour leur 10e anniversaire de mariage il y a un mois. Il ne les regarda même pas. Toute son attention était fixée sur son reflet dans le miroir et sur la femme qui restait encore allongée dans le lit derrière lui. « Tu pars déjà ?» murmura Léa Martin, d'une voix ensommeillée. Elle s'étira comme une chatte, délibérée et provocatrice. Elle avait 24 ans, était ambitieuse et possédait cette énergie ardente qui faisait sentir à Philippe qu'il était le maître du monde. Elle était tout le contraire de Claire, bruyante, exigeante et excitante. « Je dois partir, » dit Philippe en prenant sa veste. « Claire croit que je suis à Lyon pour des négociations compliquées pour un gros contrat. L'avion atterrit dans 2 heures. Si je ne suis pas à la maison à 7h30 pour me changer et me doucher, tout le plan tombera à l'eau. » Léa lâcha un rire profond, guttural. « Toi et tes horaires, tu agis comme si elle était de la brigade financière. C'est juste Claire. Qu'est-ce ce qu'elle va faire? Faire un gâteau et te demander comment s'est passé le vol. » Philippe sourit avec suffisance en regardant sa montre. C'est exactement ce qu'elle fera. C'est ça la beauté de la chose, Léa. Claire est sûre. C'est une encre. On ne pense pas à l'encre, on la traîne simplement sur le fond pendant qu'on gouverne le navire. Il croyait en cela. Au cours des 2 dernières années, Philippe Dubreuil, directeur financier d'Innova Projet SA, avait vécu une double vie qu'il considérait comme un chef-d'œuvre de planification logistique. Il avait une maison de campagne parfaite dans une zone d'élite de Saint-Germain-en-Laye.
Il avait une épouse calme et parfaite qui s'occupait de la maison. Elle recevait les invités et ne posait jamais de questions sur les virements étranges ou les arrivées tardives. Et il avait Léa, une ancienne stagiaire en marketing devenue son assistante qui lui donnait l'adrénaline dont il avait besoin. Philippe se sentait invincible. Il s'était convaincu qu'il le méritait. Il travaillait 80 heures par semaine, faisait gagner des millions à l'entreprise. Pourquoi ne pourrait-il pas se permettre un petit plaisir ? Claire avait son club de jardinage, ses ventes aux enchères caritatives et ses livres. Elle était heureuse dans son petit monde domestique. Soi-disant, il la protégeait. L'ignorance est le bonheur après tout. Qu'en penses-tu le lui dire ? Demanda Léa en s'asseyant et en se couvrant avec le drap. La malice avait disparu de sa voix, remplacée par une insistance irritante. Philippe soupira en ajustant sa cravate. « Nous en avons déjà parlé. Pas encore. L'année fiscale se termine le mois prochain. Un divorce maintenant effraierait les investisseurs. J'ai besoin de l'image d'un homme de famille heureux jusqu'à ce que le conseil d'administration approuve mon bonus. C'est toujours le mois prochain, dit Léa brusquement. Ça n'arrivera jamais. Il mentit. Il n'avait pas l'intention de quitter Claire. Le divorce était sale, le divorce était cher et sincèrement, il aimait qu'on lave son linge et qu'on maintienne sa maison en ordre parfait. Il voulait tout et un homme comme Philippe Dubreuil avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. Il se pencha et embrassa Léa sur le front. « Je t'achèterai ces boucles d'oreilles en diamant que tu voulais pour le gala. » Marché conclu. Léa fit la moue, mais hocha la tête. Elle était facile à apaiser avec des choses de brillantes. Une autre qualité que Philippe trouvait pratique. Il sortit de la chambre, la lourde porte se referma derrière lui avec une finalité qu'il ne comprit pas. En descendant dans l'ascenseur, il vérifia son téléphone. Pas de message de Claire. C'était étrange. Normalement, quand il était en voyage, elle lui écrivait vers 5 heures du matin « Bon vol. Je t'aime ». Aujourd'hui, l'écran était vide. Elle se sera endormie, pensa-t-il en écartant une légère inquiétude. Claire était réglée comme une horloge. Si elle n'écrivait pas, c'était parce qu'elle était occupée à préparer son petit déjeuner préféré pour son retour. Une baguette beurrée, des œufs et un café noir bien serré. Il sortit dans le matin froid et gris. Le voiturier lui amena sa Mercedes Classe S noire. La ville se réveillait, étrangère au péché de la nuit. Philippe donna un pourboire généreux au voiturier, s'installa dans le siège en cuir et le moteur ronronna doucement. Alors qu'il s'engageait sur l'autoroute en direction de Saint-Germain-en-Laye, il répétait son mensonge. Le vol a été horrible, le client était insupportable, mais nous avons conclu l'affaire. À quel point tu m'as manqué, il répétait ces phrases jusqu'à ce qu'elles commencent à sonner vraies. C'était un bon menteur parce que cela faisait des années qu'il se mentait à lui-même. Il se disait qu'il était un bon pourvoyeur, que Claire était heureuse, que ce qu'elle ne savait pas ne pouvait pas lui faire de mal. Mais quand il traversa la limite de la banlieue parisienne, une sensation étrange l'oppressa de l'intérieur. Ce n'était pas de la culpabilité. Il avait depuis longtemps réprimé cette émotion. C'était quelque chose de primaire, un instinct. Le téléphone restait silencieux sur le siège passager. Il composa son numéro, une tonalité, 2, 3, puis le répondeur. « Vous avez appelé Claire. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Laissez un message. » La voix semblait joyeuse et insouciante. La voix d'une femme qu'il croyait connaître par cœur. « Bonjour chérie, dit Philippe avec naturel. Je viens d'arriver. Les embouteillages sont terribles, mais je serai à la maison dans environ 40 minutes. Je meurs d'envie d'un café. » À tout de suite, il raccrocha en fronçant les sourcils. Claire n'ignorait jamais ses appels, il alluma la radio pour noyer le silence. Il conduisait vite,
zigzagant dans le trafic du matin. La Mercedes dévorait les kilomètres. Il voulait arriver à la maison au plus vite, se débarrasser de l'odeur de Léa et remettre son masque habituel de mari attentionné. Il tourna dans l'avenue des Tilleuls. Les haies bien entretenues et les portails en fer forgé passaient rapidement derrière les vitres. Il arriva à la maison numéro 17. L'allée était vide. Le Range Rover blanc de Claire avait disparu. Philippe entra dans la cour. Le gravier crissa sous les roues. Il coupa le moteur et resta immobile quelques secondes à regarder la maison. Elle avait le même aspect que toujours. Une imposante façade de briques de style classique, mais les volets étaient baissés. La lumière du porche, qu'il laissait normalement allumée quand il était absent, était éteinte. Un frisson lui parcourut le dos. Est-elle allée au magasin ? Essaya-t-il de se rassurer. Il n'y a peut-être plus d'œufs ou de lait. Quand il sortit du coffre le sac de voyage avec les vêtements qu'il avait gardés exprès pour son alibi et s'approcha de la porte principale. Il mit la clé. La serrure fit un déclic. La porte s'ouvrit et le silence le frappa comme un impact physique. Philippe entra dans le vestibule en laissant tomber le sac. Claire, sa voix résonna sous les hauts plafonds et sur les parquets en bois, revenant vers lui sans réponse. Il faisait froid dans la maison, pas un froid glacial, mais cette froideur stérile des lieux inhabités depuis longtemps. Il alla à la cuisine. Les plans de travail brillaient, il n'y avait pas d'odeur de nourriture. La cafetière était éteinte, l'évier était sec. Claire, appela-t-il de nouveau, plus fort cette fois. Et puis Philippe resta immobile, la respiration courte et superficielle. Ce n'était pas une escapade, ce n'était pas une course. Angèle savait. La compréhension le frappa, froide et brillante sous la lumière du matin. Près de lui, une épaisse enveloppe Kraft. Philippe s'approcha de la petite table. Il sentait ses jambes lourdes comme s'il marchait dans du béton. D'abord il prit l'alliance. Elle lui parut légère et insignifiante. Il la mit dans sa poche et ensuite atteignit l'enveloppe. Elle pesait lourd. Au recto, avec l'écriture soignée de Claire, était écrit un seul mot. Philippe déchira l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une liasse de documents. La première page n'était pas une lettre manuscrite. Ce n'était pas une note larmoyante demandant pourquoi ou suppliant qu'il revienne. C'était un document officiel. Demande de dissolution de mariage. Demanderesse, Claire de Montmirail. Défendeur, Philippe Dubreuil. Philippe rit. Un rire sec, incrédule. C'est une blague. Quand il tourna la page et la suivante. Jointe à la demande de divorce, il y avait des photographies haute résolution avec date, heure et géolocalisation. Philippe s'effondra sur le lit. Il y avait une photo de lui et Léa dînant il y a 3 semaines. Une photo d'eau entrant au Ritz la nuit précédente. Une photo d'eau s'embrassant dans un parc près de son bureau. Les horodatages proprement précis, les angles professionnels. Ce n'étaient pas des photos prises avec un portable par une petite amie jalouse. C'était le travail d'un détective privé, un très cher. Comment ? Chuchota Philippe. D'où a-t-elle sorti l'argent ? Claire n'avait pas de revenus. Il lui donnait une allocation mensuelle, généreuse, mais contrôlée. Chaque achat par carte lui parvenait comme une notification sur son téléphone. Il contrôlait les finances, contrôlait les comptes, mais c'était le directeur financier. Il savait où allait chaque centime. Il continua de tourner la liasse de papier, les mains tremblantes. Sous les photos, il y avait une lettre. Elle était imprimée sur du papier à en-tête du cabinet Rochefort et Associés. Philippe se figea. Rochefort et Associés n'était pas un simple cabinet d'avocats. C'était le principal cabinet de Paris spécialisé dans les divorces de haut patrimoine. C'étaient des requins. Leur service coûtait 1 000 €
le rien que pour décrocher le téléphone. Philippe commença à lire la lettre, signée par Maître Antoine Rochefort. « Cher Monsieur Dubreuil, nous vous informons que je représente les intérêts de votre épouse, Claire de Montmirail, dans le processus de dissolution de votre mariage. Au moment où vous lirez cette lettre, Madame de Montmirail aura déjà quitté le domicile conjugal situé avenue des Tilleuls numéro 17 à Saint-Germain-en-Laye. Comme vous le savez, la propriété dudit immeuble est au nom de la fiducie familiale de Montmirail. Cependant, nous attirons votre attention sur la clause 14, section B, de l'accord prénuptial que vous avez signé il y a 11 ans. Philippe fronça les sourcils. L'accord prénuptial, il s'en souvenait parfaitement. Il avait insisté là-dessus. Il était une étoile montante. Elle était la fille d'un bibliothécaire. Il voulait protéger ses futurs actifs. Il lui avait fait signer le document sans même le lire, ou du moins le croyait-il. Il continua. La clause d'infidélité conjugale, incluse à la demande du père de la mariée, établit qu'un cas d'infidélité prouvé de la part du principal soutien économique, mais tous les actifs acquis pendant le mariage, y compris la propriété résidentielle, passeront immédiatement à la partie lésée. De plus, un mécanisme est activé pour la consolidation anticipée des participations dans la firme d'architecture Innova Projet SA, qui se trouve techniquement dans une fiducie conjugale conjointe pour l'optimisation fiscale. Philippe arrêta de lire. La pièce commença à tourner. Le père de la mariée, le père de Claire, n'était personne. Un homme tranquille qui fumait la pipe et lisait des livres d'histoire. Il était mort il y a 5 ans. Philippe attrapa le téléphone. Il avait besoin d'un avocat. Il avait besoin d'appeler son associé, Marc Lefebvre. Il composa le numéro. « Marc, écoute. Claire est devenue folle. Elle a demandé le divorce. Elle a un avocat absurde, Philippe. » La voix de Marc était glaciale. Ce n'était pas la voix d'une amie d'université et associée d'affaires. C'était la voix d'un homme parlant à un étranger. « Marc, qu'est-ce qui se passe ? Philippe, tu dois vérifier tes emails. Le conseil d'administration vient de terminer une réunion d'urgence. » « Quelle réunion ? Il est 7 heures du matin. » Claire était là. Philippe Sest, connecté à 5 heures du matin, ou plutôt, son avocat Sest connecté. « Qu'est-ce que Claire a à voir avec le conseil d'administration ?» hurla Philippe en se levant et en commençant à marcher dans la pièce. « C'est une femme au foyer. Tu ne le savais vraiment pas. »« Si, » dit Marc en baissant la voix presque à un chuchotement. « Tu ne t'es jamais intéressé à sa famille. C'est la fille d'un bibliothécaire. Son père était bibliothécaire. Oui, mais sa mère, Philippe. Le nom de jeune fille de sa mère était de Montmirail. Le nom frappa Philippe comme un train. La famille de Montmirail, le vieil argent, l'argent des chemins de fer, de ceux qui ne portent pas de logo, mais qui possèdent des quartiers entiers. Elle ne me l'a jamais dit, balbutia Philippe. Elle voulait qu'on l'aime pour elle-même. Philippe nous l'a dit quand nous avons fondé l'entreprise. Pourquoi crois-tu que nous avons obtenu ce premier investissement il y a 10 ans ? Celui qui a lancé la compagnie. Philippe blêmit. C'était un investisseur anonyme via une offshore au Luxembourg. C'était Claire, dit Marc. Elle possède 51% des actions avec droit de vote. Philippe, c'est l'actionnaire majoritaire. Elle est restée silencieuse tout ce temps, mais ce matin, elle a cessé de l'être. Philippe s'effondra à genoux. Le téléphone glissa de ses doigts moites. « Elle t'a licencié, Philippe ?» dit Marc, et sa voix semblait venir du sol. Avec effet immédiat, la sécurité t'attend au bureau pour que tu récupères tes affaires personnelles. Ne viens pas. Philippe resta à regarder le mur où pendait auparavant un tableau. Il avait trompé sa femme. Il pensait jouer à un jeu qu'il ne pouvait pas perdre. Il la croyait faible, il la croyait stupide, mais Claire ne l'avait pas seulement quittée, elle l'avait effacée. Et l'enveloppe Kraft sur le lit contenait encore plus de pages.
Philippe s'assit au bord du lit pendant ce qui sembla être des heures, bien que seulement quelques minutes se soient écoulées. La révélation que son épouse, tranquille et amatrice de livres, était l'actionnaire majoritaire de sa propre entreprise. La main invisible qui avait alimenté son succès était trop amère. Mais quand son regard se posa à nouveau sur l'enveloppe, il se rendit compte que le cauchemar n'était pas terminé. Il y avait plus de documents. Il s'était arrêté à la lettre de licenciement, mais la liasse était épaisse. Ses mains tremblaient maintenant sans contrôle alors qu'il passait à la page suivante. C'était une feuille de calcul, un rapport de comptabilité forensique. L'entête disait « dépenses non autorisées et détournement de fonds de la compagnie ». 2022 à 2024. La gorge de Philippe se dessécha. Il sentit, il avait un petit compte ouvert depuis de nombreuses années avant de connaître Claire. La somme n'était pas grande, environ 50 000 €, mais ce serait suffisant pour commencer une fuite. Bienvenue, Eucar, au service de banque privée de BNP Paribas, dit une voix monotone et automatique. Restez en ligne pour être pris en charge par un opérateur. Philippe marchait d'un côté à l'autre de la pièce en sueur. Prends le téléphone, prends le téléphone. Une voix réelle résonna, polie mais tendue. Ici Madame Valérie Petit. En quoi puis-je vous aider? Valérie. Bonjour, j'ai besoin d'un billet aller simple pour Genève. Première classe. Départ de Roissy le plus tôt possible. Aujourd'hui, tout de suite, il y eut une pause. Un long silence inconfortable remplit du son d'un clavier. Je suis vraiment désolé, monsieur Dubreuil, dit Valérie en baissant la voix. Je ne peux pas traiter cette opération. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous ne pouvez pas? C'est juste un billet, débitez-le. Monsieur, votre compte est marqué. Pourquoi? Pour fraude. 7 mois. Je confirme l'opération. Non, monsieur, ce n'est pas une marque pour fraude. Le compte est bloqué par ordonnance judiciaire reçue ce matin en relation avec les actifs de la fiducie familiale de Montmirail. Philippe resta paralysé. C'est une carte de crédit. C'est ma carte. C'est une carte conjointe associée à l'actif principal. Monsieur, nous avons reçu. Il était piégé dans sa propre maison, dans sa propre vie. Attends, Léa. Léa ne le savait pas encore. Léa pensait encore qu'il était un puissant directeur financier et Léa avait un appartement à Paris. Petit, oui, mais c'était un refuge. Et il lui avait acheté suffisamment de bijoux. Si les choses tournaient vraiment mal, il pourrait sans doute mettre en gage le collier de diamants qu'il lui avait offert à Noël dernier. Il valait au moins 20 000 €. Il devait rejoindre Léa, il devait sortir de là. Que lui dirait-il? Que c'était un malentendu? Que Claire était une psychopathe et une ex-vengeresse? Oui, ça marcherait. Léa détestait Claire. Léa se mettrait de son côté. Il prit le sac. Il devait partir avant que la police n'arrive. Il dévala les escaliers, ignorant le silence fantomatique de la maison, et sortit dans l'allée. Il sauta dans la Mercedes, appuya sur le bouton de démarrage, le moteur toussa et s'arrêta. Il appuya de nouveau. Clic, clic, clic. Sur le tableau de bord apparut un message. Verrouillage à distance activé. Contactez votre concessionnaire. Non. Philippe frappa le volant avec ses paumes. Non, non, non. La voiture était au nom d'Innova Projet SA. Marc Lefebvre, ou plutôt Claire. Ils avaient bloqué le véhicule à distance. Philippe s'assit sur le siège en cuir d'une voiture de 150 000 € qui n'était plus qu'un tas de métal inutile. Radin, il regarda à travers le pare-brise le ciel gris. Il était piégé en banlieue, sans voiture, sans carte de crédit, sans passeport. Et la police était probablement déjà en route. Il regarda son téléphone, il restait une barre de batterie. Il composa le numéro de Léa. Elle répondit à la deuxième tonalité. Philippe, sa voix semblait irritée. Je pensais que tu étais rentré jouer à la famille heureuse. Pourquoi tu m'appelles? C'est risqué.
Léa, écoute-moi, dit Philippe en essayant de cacher la panique et en échouant lamentablement. Il cesse passer quelque chose. Claire sait, elle sait tout. Le ton de Léa changea instantanément. Ce n'était pas de la peur, c'était de la curiosité. Elle a découvert pour nous, elle sait tout, elle a demandé le divorce, elle m'a mis dehors. Ah, dit Léa, donc tu es libre. C'est bien, non? Oui. Ou tu as dit que tu voulais la quitter. Oui, exactement. Je suis libre, dit Philippe en s'accrochant à cette version. Mais écoute, chérie, c'est compliqué. Elle essaye de geler mes comptes. C'est une vengeance. J'ai besoin d'un endroit où rester quelques jours jusqu'à ce que mes avocats arrangent tout. Je viens chez toi. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Mon appartement est très petit, Philippe, dit Léa lentement. C'est juste pour 1 ou 2 nuits. Écoute, je te compenserai tout ça. Dès que le divorce sera fini, je recevrai ma moitié des actifs. Nous parlons de millions, Léa. Nous pourrions aller à Paris. Nous pourrions acheter ce loft dans le centre de Paris que tu voulais. Ta moitié des actifs ? Demanda-t-elle à nouveau. Tu ne disais pas que vous aviez un accord prénuptial ? Il y en a un, mais c'est compliqué. J'ai juste besoin que tu me commandes un Uber. J'ai des problèmes avec la voiture. Philippe. La voix de Léa devint soudainement coupante. Je regarde le mail du travail en ce moment même. L'estomac de Philippe se glaça. Qu'est-ce que tu fais au travail ? Oui, j'arrive tôt. Tout le monde chuchote et nous venons de recevoir un mail général des ressources humaines. Qu'est-ce qu'il dit ? Chuchota Philippe. Il dit « Lu Léa » d'une voix froide et distante, que Philippe Dubreuil a été relevé de ses fonctions de directeur financier avec effet immédiat pour grave irrégularité et mauvaise pratique financière. Il dit que nous avons interdiction de te contacter. Il dit que la sécurité a ta photo à la réception. Léa, c'est juste du jargon corporatif. Ils essaient de me faire peur. Jay construit cette entreprise. Il dit aussi, continua-t-elle en l'ignorant, que l'entreprise mène un audit interne de toutes les dépenses que tu as approuvées. Tu as payé le loyer de mon appartement avec la carte de l'entreprise. Philippe balbutia. Je l'ai justifié comme une aide au logement pour retenir les jeunes talents. Tu as perdu la tête, cria-t-elle. Ils viendront après moi. Ils me feront rembourser l'argent. Je n'ai pas ces sommes. Léa, calme-toi. On va arranger ça. J'ai juste besoin. Tu as besoin de quoi ? Tu es ruiné, Philippe. Tu es viré et le plus probable est que tu ailles en prison. Je ne suis pas avec toi pour ça. On s'aime. Tu te souviens que tu as dit que j'étais la seule qui te comprenait ? J'ai aimé le style de vie, Philippe, dit-elle brusquement. J'ai aimé les dîners, les cadeaux et le fait que tu allais me promouvoir gérante. Je n'ai pas signé pour aller te visiter au pénitencier. Ah, je n'ai pas signé pour être pauvre ? Léa, s'il te plaît. Les policiers se retournèrent instantanément avec les mains sur les étuis de leurs pistolets. Maître Antoine Rochefort ne broncha pas. Il se contenta d'ajuster ses lunettes. Claire se tourna lentement. Elle enleva ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient secs, froids, durs comme le silex. « Restez là !» cria l'un des policiers en s'interposant entre Philippe et Claire. Philippe s'arrêta à bout de souffle. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec force. Il était à environ 15 mètres d'elle. « Tu as tout manipulé !» cria Philippe. « Tu as tout planifié. Tu m'as tendu un piège. » Claire le regarda. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle inclina seulement légèrement la tête, comme si elle examinait un insecte sous un microscope. « Je ne t'ai tendu aucun piège, Philippe, » dit-elle tranquillement. Quand sa voix était ferme et claire, parvenant jusqu'à lui sans effort à travers la distance. « Je t'ai simplement laissé être toi-même. Le reste, tu l'as fait tout seul. »« Je t'ai faite !» hurla Philippe en essayant désespérément de reprendre le contrôle. « Je gérais l'argent, je prenais soin de toi. Tu n'étais rien de plus que la fille d'un bibliothécaire jusqu'à ce que tu t'épouses avec moi. »
Claire rit. Ce fut un rire sincère, mais sans chaleur. « Philippe, dit-elle avec pitié dans la voix, ma famille a construit cette bibliothèque. Ma famille a construit la banque où tu travaillais. Je n'avais pas besoin que tu prennes soin de moi. J'avais besoin d'un partenaire, mais tu étais trop occupé à essayer d'être un homme important pour te rendre compte de avec qui tu étais marié. » En réalité, elle se tourna vers son avocat. « Antoine, donne-lui le sac. » Et maître Antoine Rochefort s'approcha de la voiture, sortit un petit sac en plastique de supermarché et le jeta dans l'allée. Il tomba entre eux. « C'est quoi ça ?» demanda Philippe avec dédain. « Tes vêtements, dit Claire. Ceux que tu as laissés au pressing la semaine dernière et le chargeur du portable. Je ne suis pas cruel. Je veux ma maison. Claire, tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. En fait, nous le pouvons, intervint maître Antoine Rochefort d'une voix douce et onctueuse. Le changement de propriété a été enregistré au registre électronique aujourd'hui à 9h du matin. En ce moment, vous vous trouvez illégalement dans une propriété privée. Illégalement, marmonna Philippe. Maître Antoine Rochefort fit signe au policier qui fit un pas en avant. Monsieur Dubreuil, que vous devez quitter la propriété immédiatement ou vous serez arrêté pour violation de domicile et trouble à l'ordre public. Philippe regarda Claire, chercha une trace de la femme qui lui caressait le dos quand il avait mal à la tête, chercha la femme qui lui préparait de la soupe. Elle n'était plus là, ou peut-être n'avait-elle jamais existé, peut-être que cette version de Claire n'était qu'un miroir qui reflétait ce qu'il voulait voir. Claire, s'il te plaît. La voix de Philippe se brisa. Il se rendit compte que la colère ne fonctionnait pas. Il essaya de supplier. « Je n'ai nulle part où aller. Les cartes ne fonctionnent pas. Léa m'a mis dehors. Je n'ai rien. » Claire le regarda. Pendant une seconde, son visage s'adoucit. Philippe sentit une lueur d'espoir. « Tu as ta liberté, Philippe, dit-elle à voix basse. N'était-ce pas ce que tu voulais ? À être libre de ton épouse ennuyeuse, vivre la belle vie. » Elle remit ses lunettes de soleil. « Va et vis là. » Elle fit demi-tour, entra dans la maison, sa maison, et ferma la lourde porte en chêne. À l'intérieur, enveloppée dans le plastique du pressing, se trouvait sa veste grise. Il vérifia les poches. Rien, attends. La poche intérieure de la poitrine, il sentit un morceau de papier et le sortit. C'était une note manuscrite. « Philippe, je sais que tu n'as jamais lu l'accord prénuptial, ni les statuts de l'entreprise. Si tu l'avais fait, tu saurais qu'il existe une clause de parachute dorée pour les hauts dirigeants, même en cas de licenciement pour faute grave. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que tu ne finisses pas à la rue. J'ai chargé 5 000 € sur une carte de débit prépayée. Elle est dans la poche. Utilise-les pour un avocat ou pour un psychologue. Je te recommande le second. » Philippe fouilla plus profondément dans la poche. Elle était là. Une simple carte Visa cadeau. 5 000 €. Hier, il avait dépensé 5 000 € dans une bouteille de vin pendant le dîner. Aujourd'hui, c'était toute sa fortune. Il resta à regarder la carte. Il devrait la casser. Il devrait la jeter par fierté. Elle avait pitié de lui. Elle lui jetait des miettes, mais son estomac gargouilla. Il n'avait pas mangé depuis la veille au soir et il avait froid, très froid. Il serra la carte contre sa poitrine. Il n'allait pas aller chez le psychologue. Il n'allait pas engager un avocat. 5 000 ne paierait même pas 10 minutes avec un avocat décent. Il avait besoin d'un plan. Il avait besoin de contre-attaquer. Claire croyait qu'elle avait gagné, croyait qu'elle l'avait castré, croyait qu'il disparaîtrait simplement dans la pauvreté et l'anonymat. Elle se trompait. Philippe Dubreuil était un homme de chiffres, c'était un stratège. Il avait construit cette entreprise autant qu'elle l'avait financée. Il savait où étaient enterrés les cadavres. Il connaissait les failles fiscales qu'ils avaient utilisées. Si lui coulait,
il emporterait tout le navire avec lui. Il se leva. Le désespoir fit place à une haine froide et ardente. Il sortit du banc et entra dans un cybercafé bon marché de l'autre côté de la rue. Il paya 1 heure d'ordinateur, fit craquer ses doigts, il ne pouvait pas entrer dans les serveurs de l'entreprise. Marc lui avait bloqué l'accès, mais la mémoire de Philippe était un piège en acier. Il connaissait les numéros de compte des holdings offshore. Il connaissait les sociétés écrans à Luxembourg qu'ils utilisaient pour optimiser les impôts. Il n'allait pas voler de l'argent, il ne pouvait pas. Mais il pouvait tout révéler. Il ouvrit le navigateur et chercha les contacts de la ligne directe du fisc pour les dénonciateurs. Ensuite, il trouva l'adresse e-mail de la section d'investigation du journal Les Échos. « Tu veux la guerre, Concha, Claire ?» chuchota Philippe. Ses doigts planèrent moindre sur le clavier. « On va voir comment tu aimes ça quand tout le monde apprendra que la Sainte Famille de Montmirail dirige un réseau d'évasion fiscale. » Il commença à taper. Le motel Bon Marché, à la périphérie d'Auxerre, sentait le tabac rance et le nettoyant industriel. C'était à un monde de distance du luxe du Ritz, mais il y était. La direction a également accepté un accord extrajudiciaire avec le fisc en relation avec les irrégularités détectées précédemment, les attribuant à une gestion inefficace de la part de l'ancienne direction. De plus, nous avons reçu une ordonnance de confidentialité, car les documents que vous avez fournis sont du matériel interne de l'entreprise, obtenu illégalement après votre licenciement. Nous ne vous contacterons pas à l'avenir. Philippe resta à regarder l'écran. Le sang se glaça dans ses veines. Il y a 3 jours, Claire préparait cela depuis des semaines. Elle savait pour les comptes offshore, bien sûr qu'elle le savait. C'était l'actionnaire majoritaire, mais elle ne le savait pas seulement, elle l'avait dénoncé à l'avance. Elle était allée aux impôts avant de le licencier. Elle avait construit un récit, car nous avons trouvé des irrégularités commises par le directeur financier. Nous corrigeons la situation. Et en faisant cela, elle avait payé toutes les dettes en souffrance. Avec cela, elle avait arraché à Philippe sa condition de dénonciateur. Il ne révélait pas un délit secret, il confessait simplement son propre travail avec effet rétroactif et la formulation sur la gestion inefficace de la part de l'ancienne direction le scellait définitivement. Il relut le mail. Il ne l'avait pas exposé, il avait seulement remis aux autorités une confession signée qu'il connaissait tous les détails internes du réseau illégal. En fait, il avait confirmé la version d'elle selon laquelle il était l'architecte de l'évasion fiscale. On frappa à la porte du motel. Philippe sursauta. « Qui est-ce » ? « Service de chambre. Je n'ai rien commandé. Monsieur Dubreuil » dit une autre voix plus profonde et autoritaire. « Je suis le capitaine Laurent Dupuis de la brigade financière. Nous avons un mandat pour votre arrestation. » Philippe courut à la fenêtre. Dans le parking, 2 berlines noires en 2 pins noirs, le berline noir bloquait la sortie vers l'autoroute. Il regarda la porte de la salle de bain. Pourrait-il se cacher ? Non. Il regarda l'ordinateur. La preuve de sa délation brillait encore sur l'écran. Il s'approcha de la porte, ses jambes flageolaient, il ouvrit. Le capitaine Laurent Dupuis. C'était un homme grand, avec un visage qui semblait taillé dans la pierre. Il montra son badge. Derrière lui, 2 agents en uniforme. « Philippe Dubreuil, dit l'enquêteur, vous êtes en état d'arrestation pour les charges de fraude, détournement de fonds et conspiration pour évasion fiscale envers l'État. J'étais le dénonciateur, balbutia Philippe. J'aille envoyer le mail. Dupuis sourit avec suffisance. Nous le savons. Nous avons reçu une copie. Merci pour la feuille de route, Philippe. Elle coïncide parfaitement avec les documents que nous a remis Madame de Montmirail, sauf que dans ces fichiers, il y a vos signatures numériques et les dates de création. Ils le firent tourner. Les menottes firent un clic, froides, serrées. Pendant qu'il,
le sortaient en route vers la voiture, Philippe vit une silhouette de l'autre côté de la rue, observant depuis la sécurité de la terrasse d'un café. Ce n'était pas Claire. Claire ne perdrait pas son temps à voir son arrestation. C'était Léa Martin. Elle portait d'énormes lunettes de soleil sombre. Elle tenait un gobelet de café au lait. Elle observa comment il le mettait dans la voiture de patrouille. Elle ne semblait pas triste. Elle semblait soulagée, comme quelqu'un qui a esquivé une balle et voit comment elle impacte un autre. Quand la voiture démarra, Philippe vit comment Léa sortait son téléphone et commençait à appeler quelqu'un, probablement son nouveau patron, son avocat ou un nouvel homme. Philippe Dubreuil, l'homme qui croyait gouverner le monde, était assis dans la cage d'un véhicule officiel en route vers une affaire pénale de niveau fédéral, se rendant compte qu'il n'avait jamais été un joueur, il avait toujours été un pion. 5 ans plus tard, le réfectoire du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis était bruyant et sentait les lentilles à l'eau et le désinfectant. Philippe était assis à une table du coin, piquant avec sa fourchette un steak froid avec des macaronis. Il semblait plus vieux. Ses cheveux, avant parfaitement coiffés et foncés, étaient maintenant clairsemés et gris. La mâchoire arrogante avait disparu, remplacée par une expression constante de résignation fatiguée. Ce n'était plus un loup de la City de Paris, c'était le détenu numéro 49 000. Il était arrivé à un accord avec le parquet, 5 ans pour détournement et fraude. Il lui restait 6 mois. Il restait discret. Il travaillait à la bibliothèque de la prison, classant des livres, réparant des dos. L'ironie était cruelle. Il avait méprisé le père de Claire parce qu'il était bibliothécaire. Et maintenant, c'était ça qui maintenait sa santé mentale. Un jeune détenu, nommé Enzo, qui était là pour piratage, s'assit en face de lui. Enzo avait une tablette de contrebande, un petit appareil obtenu grâce à un gardien. « Philippe, chuchota-t-il, regarde, c'est ton ex ?» Philippe leva les yeux, son regard était fatigué, qu'il ne voulait pas regarder, mais il ne put s'en empêcher. Enzo tourna l'écran. C'était une vidéo de YouTube, un extrait d'un programme de technologie de Les Échos. Le titre disait « Innova Projet présente une ville verte révolutionnaire à Cannes ». Sur l'écran, debout derrière un pupitre face à une maquette futuriste et étincelante, se trouvait Claire de Montmirail. Elle était spectaculaire. Elle portait un tailleur blanc qui irradiait pouvoir et confiance. Elle s'était coupé les cheveux en un carré élégant. Elle paraissait 10 ans plus jeune que le jour où il l'avait vue pour la dernière fois. À ses côtés, un homme grand, distingué, avec des cheveux gris et un sourire aimable. Sa main reposait sur la taille d'elle, et j'ai eu une équipe excellente qui a cru en l'idée quand les choses sont devenues particulièrement sombres. Elle regarda Marc, et entre eux, il y eut un regard de connexion réelle et profonde. Ensuite, elle se tourna de nouveau vers la caméra. « Jai apprit que parfois, tu dois lâcher ce qui te coule pour pouvoir voler pour de vrai. » Elle ne prononça pas son nom. Elle ne dit pas mon ex-mari. Elle ne reconnut même pas son existence. Pour elle, il n'était pas le méchant. Il n'était pas le monstre. Il était simplement la pourriture, quelque chose qu'il fallait extirper pour que le tissu sain puisse croître. Enzo rangea la tablette. Bon sang, elle ne t'a même pas mentionné. Philippe resta à regarder sa nourriture. C'était ça la vraie punition. Pas la cellule, pas la perte d'argent, mais la complète insignifiance. Il avait passé toute sa vie à essayer désespérément d'être important. Il trompait parce qu'il voulait se sentir désiré. Ah, il volait parce qu'il voulait se sentir puissant. Il mentait parce qu'il voulait créer une réalité dans laquelle il était le roi. Et à la fin, il était devenu rien. Une note de bas de page dans l'histoire de succès d'elle. Un avertissement dans un séminaire de conformité corporative. « Ça va, Philippe ?» demanda Enzo.
Philippe leva la fourchette en plastique. La main ne lui tremblait plus. La colère était partie, l'espoir était parti. Il ne restait que la réalité grise du lit qu'il avait lui-même fait. « Ça va, Enzo » dit-il à voix basse.